Eh bien, ce week-end, j'ai eu l'occasion de rendre visite à nos troupes qui combattent dans l'opération Fureur épique. Nous étions sur le terrain, ou plutôt au sol, pardon, au Centicum samedi, pendant environ la moitié de la journée. Pour des raisons de sécurité, les lieux et bases de ces troupes ne seront pas nommés afin d'éviter qu'elles ne soient ciblées. Il suffit de dire que ce voyage a été un honneur. J'ai eu l'occasion unique d'être témoin et j'ai pu voir de près ce que l'Amérique a de meilleur. J'ai été témoin de guerriers, une fraternité d'hommes et de femmes, tous des guerriers, qu'ils soient en service actif, dans la garde ou dans la réserve, unis par l'amour mutuel, un objectif commun et l'engagement envers la mission. J'ai vu une vraie compétence. J'ai vu un soldat de première classe annoncer avec confiance la trajectoire d'un missile ennemi. Devant une salle pleine d'officiers, tout le monde était concentré. Toute la salle suivait avec une attention totale. 2 missiles ennemis ont été abattus avec succès. J'ai discuté avec des pilotes de l'armée de l'air et de la marine sur la piste qui, dans leur routine, larguent des bombes en Iran et abattent des drones pour défendre leur base. Beaucoup d'entre eux étaient récemment revenus des cieux de l'Iran et de la capitale Téhéran. J'ai mis un casque et j'ai parlé avec un équipage en cabine, prêt à agir tous les jours. J'ai été témoin d'ingéniosité, l'ingéniosité américaine. J'ai rencontré le jeune officier de l'armée qui a découvert comment neutraliser des missiles ennemis, sauvant de nombreuses vies. Son commandant a confirmé que des cris de joie et des applaudissements ont éclaté au centre des opérations tactiques lorsque sa nouvelle approche a réussi pour la première fois. J'ai rencontré l'analyste du renseignement de l'armée de l'air qui affine le ciblage plus vite que l'ennemi ne s'adapte. En fait, je lui ai donné ma carte et je lui ai demandé de me tenir informé de la situation réelle. J'ai fini par faire exactement la même chose avec son chef, un colonel à la retraite au cœur aussi grand que le Texas, et une moustache de mission impeccablement soignée pour compléter le tableau. J'ai été témoin de létalité. J'ai rencontré un jeune aviateur alors que le soleil se couchait et que le froid commençait à envahir la piste. Quand je lui ai demandé de quoi ils avaient besoin, il m'a simplement regardé avec un sourire malicieux et a dit « Plus de bombes, monsieur, et des bombes plus grosses. » Nous accéderons à sa demande avec plaisir. J'ai rencontré l'équipe de ciblage de l'armée qui a trouvé et coulé le fleuron de la marine iranienne, leur poste de combat étant couvert d'images de navires ennemis coulés. Et j'ai été témoin de l'urgence. Dès que nous avons atterri, un autre C-17 a atterri seulement quelques minutes après nous. En 30 secondes après l'arrêt complet de l'avion, l'équipe au sol est arrivée et le déchargement de la cargaison a commencé. Vitesse de guerre. De chaque homme et femme au sol, dans les airs, sur la piste et au contact, j'ai entendu « Nous voulons tout plus vite, un rythme opérationnel plus élevé, une vitesse de guerre ». La sensation était exactement l'opposé des unités déployées sans rotation, année après année, dans les guerres d'Irak et d'Afghanistan, avec lesquelles nous sommes si familiers. Dans ces guerres, tout dépendait de la prochaine rotation. On ignorait quand la mission finirait ou même ce qu'elle était, année après année. Pas avec Epic Fury. J'ai ressenti une urgence à accomplir la tâche, une urgence à réussir la mission, sans penser à la prochaine rotation. Juste avancer aussi vite que possible pour gagner. J'ai pu passer en revue la troupe et constater moi-même ce que nous savons déjà. J'ai parlé avec des militaires de tout grade et de tous les services. Aucun d'entre eux ne savait que nous arrivions. Ce n'était ni répété ni scénarisé parfois, nous errions simplement. Ce que j'ai vu, c'était de la motivation, c'était une concentration pure sur la mission, c'était le guerrier américain sans aucune restriction. C'était l'esprit guerrier américain qui surgit face à une mission claire contre un ennemi déterminé. Un chef d'équipe avec qui nous avons volé a bien résumé la situation, il a dit. Ce furent des semaines mouvementées, monsieur, des choses difficiles, mais je suis très honoré d'avoir été appelé. Ce combat aurait déjà dû avoir lieu depuis longtemps. Nous devons l'affronter pour nos enfants. Nous ne pouvons pas reporter le problème. Remerciez le président pour nous, s'il vous plaît. J'ai entendu cela à plusieurs reprises. J'ai demandé à chaque jeune Américain « De quoi as-tu besoin ?» Personne n'a demandé de meilleurs équipements, de meilleures conditions de vie ou à rentrer chez soi. Eh bien sûr, finalement, nous voulons tous ces choses. Eux aussi les veulent.
Mais ce que ces Américains m'ont dit, jeunes et vieux, officiers et soldats, hommes et femmes, noirs et blancs, c'est « Finissons la mission, donnez-nous encore plus de bombes, des bombes plus grosses, plus de cibles, laissez-nous finir ça ». En fait, l'amiral Cooper a fait remarquer ce matin que les 3 capitaines de l'armée de l'air abattus par des tirs amis du Koweït au début du conflit, il y a des semaines, n'ont jamais quitté le théâtre des opérations. Ils ont tous largué des bombes sur Téhéran la nuit dernière. Ces hommes et ces femmes vivent la menace iranienne chaque jour, avec des missiles et des drones qui arrivent, et ils savent à quoi ressemblerait le monde si l'Iran possédait les armes les plus dangereuses du monde. Une arme nucléaire, comme le président Trump l'a répété à de nombreuses reprises au fil des années, et sous cette administration, l'Iran ne peut pas avoir une bombe nucléaire et ils ne l'auront pas. Ces troupes veulent terminer ce combat pour leurs enfants et petits-enfants. Il s'agit d'histoire, il s'agit d'héritage. Le succès compte, et grâce à ce président et à ces Américains, nous sommes plus proches que jamais de la victoire. Le président Trump fait ce qu'aucun autre président n'a eu le courage de faire. Les présidents précédents ne faisaient que parler. C'est un homme d'action. Sur le champ de bataille, grâce à la liberté que le président nous a donnée, la puissance de feu américaine ne fait qu'augmenter, tandis que celle de l'Iran diminue. Nous avons de plus en plus d'options et eux de moins en moins. En seulement un mois, juste un mois, nous avons enfin défini toutes les règles. Les prochains jours seront décisifs. L'Iran le sait et il n'y a pratiquement rien qu'il puisse faire militairement à ce sujet. Oui, ils vont encore lancer quelques missiles, nous allons les abattre. Il convient de souligner qu'au cours des dernières 24 heures, il y a eu le nombre le plus faible de missiles et de drones ennemis lancés par l'Iran. Ils vont se cacher sous terre, mais nous allons les trouver. Récemment, nous avons détruit un autre bunker de commandement, forçant les chefs à fuir sans eau, électricité, oxygène, ni commandement ni contrôle. Leur confiance dans leur caverne diminue. La dernière information provient du renseignement du CENTCOM. Il est clair que nos attaques nuisent au moral des forces armées iraniennes, provoquant des désertions massives, un manque de personnel clé et causant des frustrations parmi les hauts dirigeants. Rien que la nuit dernière, nous avons mené 200 frappes dynamiques. Une frappe dynamique, c'est lorsqu'un pilote décolle et, pendant le vol, il reçoit une nouvelle cible basée sur des informations en temps réel, un nouveau lanceur, une nouvelle position ou une nouvelle formation de troupes. Une cible dynamique est celle qui change pendant que vous êtes en vol grâce à un renseignement amélioré. 200 frappes dynamiques seulement en plus des cibles préplanifiées. La vidéo que le président a publiée hier soir. D'Isfahan, un dépôt de munitions touché par des bombardiers du ZEWAR. Vous voyez, vous ne pouvez pas voir beaucoup de ces vidéos parce que, juste pour rappel, l'Iran a encore coupé Internet pour 99,9% de sa population. Mais si l'Iran est sage, ils vont conclure un accord. Le président Trump ne bluffe pas et il ne recule pas. Vous pouvez demander à Khamenei à ce sujet. Le nouveau régime iranien devrait déjà le savoir, ce nouveau régime, parce qu'il y a eu un changement de régime, devrait être plus sage que le précédent. Le président Trump conclura un accord, il est prêt, et les termes de l'accord leur sont connus. Si l'Iran n'est pas disposé, alors le département de la guerre des États-Unis continuera avec encore plus d'intensité. En étant ici ce matin, dans cette salle de presse, dans mon esprit, je regarde vraiment les groupes que j'ai rencontrés ce week-end. Les pilotes, les logisticiens, les analystes du renseignement, les spécialistes du ciblage, les responsables du soutien, les équipages de vol, les défenseurs aériens, la sécurité de la base, ceux qui assurent la maintenance. Nous avons marché au crépuscule avec le froid et le vent sur la ligne de vol. Que Dieu veille sur eux tous, les protégeant chaque jour et chaque nuit. Que ses bras tout-puissants et éternels de la providence s'étendent sur eux, les protègent et leur apportent la paix. Au nom de Jésus-Christ, Amen, Monsieur le Président, la parole est à vous. Merci, Monsieur le Secrétaire. Bonjour à tous et encore merci d'être ici alors que les opérations sont en cours. Je suis reconnaissant pour le service et l'engagement des 2,8 millions de membres de notre force conjointe, tous dévoués à une cause plus grande. Diariamente aqueles em missão.
ou se préparent pour des opérations de bombardement, et d'autres se mettent en danger, et pour cela, nous leur devons une profonde dette de gratitude. Je suis particulièrement reconnaissant envers nos morts qui ont fait le sacrifice suprême. Nous n'oublierons jamais leur courage et leur détermination à accomplir quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Et chaque jour, nous continuons à mériter ce qu'ils nous ont offert ce matin. Je vous informe qu'hier, la force conjointe a participé à l'enterrement du colonel Clarence Emil Bud. Anderson, qui est décédé en mai 2024 à l'âge de 102 ans, a été enterré hier au cimetière d'Albuquerque, Arlington, aux côtés de son épouse depuis 70 ans, Eleanor, mariée le 23 février 1945. Elle est décédée en 2015 à l'âge de 92 ans. Bud, légende de l'armée de l'air et de l'aviation mondiale, a reçu un survol de F-30 et de 5 P-51 Mustang. Il a été l'un des as de chasse les plus prolifiques de la Seconde Guerre mondiale et le pilote de P-51 ayant remporté le plus grand nombre de victoires, avec 16 victoires, écart à son actif. Entre 1942 et 1972, sa dernière mission de combat a été aux commandes du F-5 Thunder Chief au-dessus du Nord-Vietnam. Pour tous ceux qui ont eu la chance de rencontrer le colonel Anderson, on savait à quel point il était spécial. Et c'est vrai pour chacun d'entre nous et chacun de nos vétérans de la Seconde Guerre mondiale, qui sont de moins en moins nombreux chaque jour. Ils sont la génération, la plus grande génération, et ils nous offrent le cadeau d'un exemple incroyable, lors de l'opération Fureur épique. Aujourd'hui, colonel Anderson, nous pleurons votre perte et nous nous souvenons de ce sourire sur le côté droit lorsque vous êtes parti accomplir le devoir de notre nation. Maintenant, une mise à jour opérationnelle. Notre force conjointe se concentre sur les objectifs militaires tout en dégradant et détruisant la capacité de l'Iran à projeter sa puissance et à menacer la stabilité au-delà de ses frontières. Premièrement, la force conjointe continue de détruire les capacités de missiles et de drones de l'Iran. Nous restons concentrés sur la neutralisation des chaînes logistiques et d'approvisionnement de ces programmes. Cela reste un effort conjoint, mené 24 heures sur 24 depuis les airs, la terre, la mer, l'espace et le cyberespace. Des bombardiers à long rayon d'action de Suririo coordonnent avec des chasseurs de la force conjointe, décollant de base dans la région et du territoire continental. Pendant que les chasseurs de la marine et les marins continuent de projeter leur puissance depuis la mer. Et des unités d'artillerie de l'armée de terre et des fusiliers marins effectuent des tirs de précision à longue portée sur le territoire ennemi contre des cibles de grande valeur. Pendant ce temps, en défense, nos troupes de l'armée de terre et de l'armée de l'air restent vigilantes, protégeant nos forces et alliés en interceptant des missiles et des drones. Ensemble, nous menons des frappes de précision contre des centres de production, des dépôts de composants et des installations de recherche sur le territoire iranien. Et, au cours de ces 30 derniers jours, nous avons réussi à atteindre plus de 11 000 cibles. Compte tenu de l'augmentation de la supériorité aérienne, nous avons réussi à lancer avec succès les premières missions terrestres avec des B-52, ce qui nous a permis, ou nous permet, comme nous l'avons déjà dit auparavant, de continuer à dominer l'ennemi. Et, comme le secrétaire l'a mentionné, nous concentrer de plus en plus sur des cibles dynamiques en engageant des cibles mobiles autour du champ de bataille. Nous poursuivons les opérations contre les usines de missiles, de drones et navals de l'Iran en maintenant la pression multidomaine déjà mentionnée. Deuxièmement, dans la marine, nous maintenons notre domination sur la marine iranienne. Nous nous concentrons sur la neutralisation de leur capacité de poser des mines et de leurs moyens navals et, comme je l'ai mentionné, nous avons récemment intégré des hélicoptères et un soutien aérien dans le domaine naval. Le CENTCOM continue d'identifier et d'agir contre les dépôts et les zones de stockage. Et nous avons de nouveau pris le contrôle de plus de 150 navires, y compris toutes les frégates de la classe Diamantina. Et, troisièmement, nous continuons à mener notre campagne contre leurs bases industrielles de défense à grande échelle. Cela inclut des usines, des entrepôts, des laboratoires de recherche et de développement d'armes nucléaires, ainsi que l'infrastructure associée nécessaire pour que l'Iran rétablisse sa capacité de combat. Je voudrais poursuivre sur mon sujet en soulignant les contributions incroyables des Américains à notre force conjointe.
Aujourd'hui, je veux parler un peu d'un autre front. Une ligne qui n'a ni bunker ni poste de garde, mais qui est tout aussi cruciale pour la sécurité de notre pays, nos chaînes de montage nationales. Aujourd'hui, je rends hommage aux Américains en première ligne de la puissance de combat du pays. Ceux qui fabriquent nos armes dans notre base industrielle de défense, mais aussi, plus largement, au sein de notre base industrielle nationale pour chaque option militaire. Nous ne pourrions pas faire notre travail sans les hommes et les femmes de tout notre pays, qui se présentent chaque jour, à tout moment, sur les chaînes de production, dans les ateliers ou les laboratoires. En construisant les capacités nécessaires pour projeter la puissance de combat américaine au moment et à l'endroit de notre choix, ces grands Américains avec qui j'ai travaillé dans le secteur privé sont le noyau essentiel de notre puissance de combat. Ce sont des opérateurs de machines CNC de haute technologie, transformant le métal en pièces précises. Ce sont des assembleurs qui, avec soin, prennent des pièces et les transforment en systèmes de guidage. Munitions, moteurs de fusée, avions à réaction ou sous-marins. Ou ce sont les techniciens d'assurance qualité qui s'assurent que, lorsqu'un combattant appuie sur la gâchette, l'arme fonctionne à chaque fois. Cela peut être, et c'est effectivement, un travail difficile et ardu. Ce n'est pas un travail de bureau silencieux, derrière un bureau et des papiers, et il n'y a rien de mal à cela. Mais c'est exactement ce que ce groupe d'Américains aime. Je le sais, je l'ai vu de mes propres yeux et je me sens honoré par ce cadeau. C'est un travail bruyant, dangereux et exigeant qui demande une concentration absolue pendant des heures et un engagement total pour bien faire. Toujours. C'est un travail manuel où une seule erreur ou un seul écart peut mettre la vie d'un Américain en danger. Un fil mal placé, une soudure défectueuse ou un capteur mal calibré peut faire la différence entre le succès et l'échec de la mission. La différence se mesure dans les vies de nos fils et de nos filles que nous envoyons sur le terrain et sur le champ de bataille. Nous faisons confiance à ces grands Américains et nous nous en remettons à eux. Et ce n'est pas seulement pour leur habileté dans la fabrication, mais aussi pour leur esprit d'innovation et leur esprit d'entreprise. Depuis ceux qui construisent des capacités extraordinaires jusqu'aux petits ateliers familiaux disséminés à travers ce grand pays, ils sont à l'origine et au cœur de la capacité de combat des États-Unis. Nous unissent, en s'améliorant sans cesse et en apprenant tout le temps. Et il y a des exemples de cela tout au long de l'histoire jusqu'à nos jours, y compris la construction de choses comme le chasseur furtif F-117, le bombardier furtif B-2, rendant notre capacité de combat indétectable pour l'ennemi jusqu'aux actuels B-21 et F-47. C'est un travail comme celui réalisé dans les chantiers navals de la côte Est et du Nord-Est des États-Unis où sont construits les sous-marins nucléaires américains, qui nous permettent de patrouiller partout dans le monde à l'heure et à l'endroit de notre choix. Ces innovateurs, ces travailleurs, ces Américains incroyables, ils ne reçoivent pas la même gloire qu'un pilote de chasse revenant sur le pont d'un porte-avions la nuit ou qu'un artilleur tirant des projectiles à distance. Et pourtant, ils se présentent chaque jour, et sans eux, nous ne pourrions pas accomplir la tâche qui nous a été confiée. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils construisent les outils dont nous avons besoin pour faire notre travail, la compétence, l'engagement, le patriotisme, le dévouement. Placés dans chaque moyen de combat et chaque équipement, ils peuvent être vus et ressentis en première ligne. Comme le secrétaire l'a mentionné à propos de ces jeunes assembleurs de bombes dans le désert qu'il a eu l'occasion de rencontrer, vous pouvez le voir, vous pouvez le sentir, et c'est réel. Et nous en sommes profondément reconnaissants. Donc, à la main-d'œuvre américaine là-bas, aussi bien au sein de notre base industrielle de défense que dans la base industrielle internationale, je vous remercie au nom de la force conjointe. Nous portons les armes que vous fabriquez, nous dépendons des systèmes que vous concevez. Et la distance entre l'atelier, la chaîne de montage et la ligne de front est incroyablement courte.
Merci, continuez comme ça, et à nos adversaires là-bas, je rappelle qu'ils doivent faire attention. Avec la main-d'œuvre américaine, nous continuons à progresser dans nos objectifs militaires. Le secrétaire et moi restons profondément honorés par l'esprit, la ténacité, l'engagement et la détermination de notre force conjointe de 2 800 000 membres. Je veux, comme toujours, remercier les forces et leurs familles, et comme toujours, me souvenir de nos disparus. Nous portons leurs souvenirs et leurs noms avec nous chaque jour. Monsieur, la parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. En mémoire du colonel Bud Anderson, le président a récemment piloté un F-16 pour lui rendre hommage. Merci de valoriser la base industrielle de défense, l'Arsenal de la Liberté. Il faut noter que personne n'a rétabli cette base industrielle de défense aussi vite et avec autant de détermination que le président Trump lors de son premier mandat. Aujourd'hui, nous reconstruisons l'Arsenal de la Liberté. Notre base industrielle de défense est plus dynamique aujourd'hui qu'elle ne l'a été depuis la Seconde Guerre mondiale et elle se développe rapidement. Comparé avec l'Iran, dont la base industrielle de défense est presque entièrement détruite. Leur capacité à reconstituer les armes de guerre qu'ils utilisent actuellement, qu'ils cachent dans des installations souterraines, ce qui érode au fil du temps leur capacité à reconstruire. C'est insignifiant, et je pense que ce contraste est aussi un héritage durable de cela. Eh bien, ici... Merci pour votre temps. Nous avons eu des signes que les Imaera vont reprendre le contrôle du détroit d'Ormuz. À ce moment-là, quelle posture militaire sera imposée pour garantir un passage sûr à nos alliés, dissuader nos ennemis et démontrer la domination du Sisterwag dans la région? Et pouvez-vous également commenter sur les adversaires de l'Amérique, la Russie, la Chine, la Corée du Nord, jusqu'à quel point ils soutiennent actuellement la machine de guerre de l'Iran avec des armes et du renseignement, et que faisons-nous militairement pour punir la coalition ennemie? Merci pour les deux questions. Le détroit d'Ormuz voit aujourd'hui beaucoup plus de navires qu'avant. Comme l'a organisé le président a été clair avec l'Iran. Ouvrez-vous au commerce. Sinon, nous avons des options, et nous en avons certainement. Lorsque vous regardez ce que le chef d'état-major a exposé concernant la marine, la base industrielle navale, les missiles de croisière côtiers, les drones, les capacités de lutte contre les mines, dès le début, nous avons visé à user et réduire ces capacités, tout en limitant leurs options. Nous faisons aussi ces choses, certaines connues, d'autres non, pour créer les conditions nécessaires. Et je crois que le président a été clair ce matin dans sa déclaration en disant qu'il y a des pays à travers le monde qui doivent aussi être prêts à agir. Dans ce détroit maritime si important, il n'y a pas que la marine des États-Unis. À ma connaissance, il devrait aussi y avoir une puissante marine royale qui pourrait être prête à faire ce genre de choses également. Il souligne que cette voie navigable internationale est peu utilisée, bien moins que les autres. Il faut prêter attention et prendre position. Le président Trump a fait le gros du travail pour le monde libre face à la menace de l'Iran. Ce n'est pas seulement notre problème à l'avenir, même si nous avons fait la majeure partie des préparatifs pour garantir que ce détroit reste ouvert, c'est un résultat sur lequel le président a été très clair. Pour la Russie et la Chine, nous savons précisément ce qu'ils font ou non. Inutile de tout rendre public, mais nous agissons quand c'est nécessaire. En face. As-tu quelque chose à ajouter? Non, tu as déjà tout dit. As-tu un calendrier pour l'opérationnalisation dans le détroit? Merci, Monsieur le secrétaire David Zier, voix de Real America. J'ai vu cet enthousiasme sur les lignes de production, dans les chantiers navals et les aciéries. Incroyable. Mais je voulais demander le statut de la livraison des bunkers renforcés pour une protection supplémentaire des troupes. Et sans entrer dans les détails, quelles mesures prenons-nous pour protéger les avions stratégiques comme le Sentry? Eh bien, c'est une excellente question. Je dirais que ce que j'ai constaté là où j'étais, c'est une discipline totalement rigoureuse dans l'utilisation et l'amélioration des bunkers. Donc, dès le début, comme nous l'avons affirmé très clairement, la première chose que nous avons faite a été de mettre en place une défense et de garantir que nos capacités défensives étaient au maximum, avant même que tout cela ne commence. Cela incluait autant que possible des fortifications, mais aussi la dispersion. Si tout notre personnel sont au même endroit, c'est un gros problème. Donc, la dispersion fait partie de notre stratégie, et avec cette dispersion, de plus en plus de bunkers apparaissent. Je peux dire, après avoir parlé avec des commandants alliés en Israël et ailleurs, que nous avons mis cela en œuvre rapidement, et donc, sécuriser ces positions est une priorité absolue dans le théâtre des opérations. Comme les défenses aériennes en couche, cela inclut les Patriots, THAADs, chasseurs, patrouilles,
d'autres systèmes cinétiques et de guerre électronique. Par conséquent, la défense de nos troupes et de nos actifs est, au maximum, ce sur quoi je vais commenter concernant les autres actifs que vous avez mentionnés, comme les escadrons aériens et les aéronefs. Les adversaires cherchent à obtenir des données et des renseignements auxquels ils ne devraient pas avoir accès. Nous en sommes conscients et, au final, nous déplaçons les choses. Et l'un des plus grands principes que vous apprenez dans les forces armées, c'est de ne pas établir de schéma prévisible, donc c'est ce que nous faisons. Les commandants s'efforcent d'ajuster ces systèmes, d'assurer leur positionnement et d'éviter d'être des cibles faciles. Merci, Monsieur le Secrétaire. Les États-Unis et l'Iran semblent maintenant être en désaccord sur la question de savoir si ces négociations sont en cours ou non. Quel impact cela a-t-il sur la stratégie militaire? Est-ce pertinent? Pas du tout, Général. Le président a écrit hier que les sabriware, je crois que ce sont des gens, doivent réfléchir à une stratégie. Les centrales électriques et les puits de pétrole de l'Iran, ce sont ces mots avant de mettre fin à l'opération. Y a-t-il un moyen de faire l'une de ces choses sans mettre sérieusement en danger ou nuire gravement aux civils? À propos des négociations, je peux vous dire, ayant été avec Steve, Jared, le vice-président et Marco, hier, qu'elles sont très réelles. Elles sont en cours, elles sont actives et je pense qu'elles prennent de l'ampleur et nous en sommes reconnaissants. Comme je l'ai dit dans mes remarques, nous préférerions de loin parvenir à un accord. Si l'Iran était prêt à renoncer au matériel et aux ambitions qu'il a, ce serait formidable. C'est l'objectif, nous ne voulons pas agir militairement plus que nécessaire. Je ne plaisantais pas quand j'ai dit que nous allions négocier avec des bombes. Notre travail est de garantir que l'Iran comprenne que ce régime est désormais en position encore plus avantageuse. S'ils acceptent un tel accord, nous continuerons. Nous travaillons ensemble, mais l'objectif reste un accord. Si possible, nous voulons conclure cet accord le plus rapidement possible. Sinon, nous sommes prêts à continuer. Vous le souhaitez, Monsieur le Président? Oui, merci pour la question. Nous réfléchissons toujours soigneusement à ces questions et développons des options pour atténuer les risques en suivant les pratiques normales établies dans les forces armées. Oui. Merci, Monsieur le Secrétaire. Je sais que vous en avez déjà parlé un peu, mais concernant spécifiquement le détroit d'Ormuz, l'ouverture du détroit est-elle un objectif essentiel et important de l'opération Epic Fury, ou est-ce la tâche d'autres pays? Et deuxièmement, sans vous demander de commenter ce dont vous ne pouvez pas parler, quel est le message pour les Américains qui aiment le président et croient en lui, mais qui s'inquiètent de voir des troupes sur le sol étranger? Nos principaux objectifs depuis cette tribune? Dès le premier jour, les miens, ceux du président du Conseil, du vice-président, du secrétaire Rubio et d'autres, ont été clairs. La production et les programmes de missiles, sa base industrielle de défense, toute sa capacité de production, ainsi que la marine et la projection de puissance, voilà, ce sont donc ces points qui ont été abordés. L'Iran n'aura jamais d'armes nucléaires, c'est clair. Vaincre sa marine est essentiel pour empêcher qu'ils projettent ce type de puissance depuis leurs côtes. La déclaration du président ce matin montre clairement que la question du détroit d'Ormuz, pour laquelle nous avons créé des conditions de succès et nous assurerons que l'Iran en soit conscient, n'est pas seulement un problème pour les États-Unis. Nous sommes prêts à diriger, le président Trump a toujours été à la tête, mais il n'y a pas que nous. D'autres pays doivent prêter attention aux paroles du président. Il a déjà prouvé son sérieux et affiche clairement sa position actuelle. Il devrait peut-être vraiment apprendre à se battre, comme certains le disent depuis longtemps. On ne peut pas se contenter de drapeaux, il faut des formations. Quelques navires ne suffisent pas, il faut un impact réel. Ces éléments comptent face à des adversaires en plein essor dans un monde dangereux. C'est pourquoi le président parle de notre base industrielle et que nous lançons l'Arsenal of Freedom Tour pour la revitaliser. Le président Trump fait cela d'une manière unique concernant les troupes au sol. Não entendo porque a base. Qui le sait déjà, il n'aurait pas confiance en sa capacité à le faire. Regardez son historique de recherche de la paix par la force, avec des résultats de America First. Ce qu'il dit simplement, et c'est exactement vrai, et je l'ai aussi déjà dit depuis cette tribune, c'est que nous n'écarterons aucune option. On ne peut pas gagner une guerre en révélant à l'adversaire ses intentions, même sur le déploiement de troupes au sol. Notre adversaire, en ce moment, pense qu'il y a 15 façons différentes de les attaquer avec des troupes terrestres, et devinez quoi? Il y en a, en effet. Si besoin, nous pourrions mettre en œuvre ces options au nom du président et de ce département. Peut-être ne les utiliserons-nous pas si les négociations aboutissent ou qu'une autre approche existe.
L'essentiel est d'être imprévisible et de ne pas dévoiler ses intentions. Mais si quelqu'un a tiré les leçons de l'Irak et de l'Afghanistan, comme le président Trump, le premier à les dénoncer, il ne va pas répéter ses erreurs. Il a été très clair à ce sujet depuis la tribune. Merci. Secrétaire Hexet, une question pour vous et une autre pour le général Kane. Vous avez dit que nous sommes dans l'opération Fureur épique depuis déjà un mois. Combien de temps faudra-t-il pour atteindre les objectifs? Un accord peut-il être trouvé avant leur atteinte? En ce qui concerne le général Kane, la couverture médiatique suggère une invasion terrestre imminente. Quels autres objectifs spécifiques ont été assignés aux soldats et aux Marines déployés au Moyen-Orient dans ce conflit? Comme pour la question précédente, c'est la base du militarisme. Ne dites pas à votre ennemi ce que vous êtes prêt à faire ou à ne pas faire, ni quand vous êtes prêt à cesser. Surtout un ennemi qui aime se cacher dans des bunkers, essayez d'accumuler ses missiles et attendre que vous abandonniez. Je ne répondrai pas à cette question, pas plus que le président n'y a répondu définitivement. Nous avons nos propres objectifs, directives et buts, des objectifs militaires en cours et des choses que nous analysons. Cela peut prendre 4, 6 ou 8 semaines, mais nous ne révélerions jamais le délai exact car notre objectif est d'atteindre ces buts et nous nous en sortons très bien. Le chef d'état-major et moi analysons cela quotidiennement. Ce sera une décision du président et de lui seul lorsque ces objectifs seront atteints et lorsque ce sera dans l'intérêt du peuple américain de conclure cet accord pour garantir que l'Iran ne possède pas d'armes nucléaires. La capacité, en fin de compte, à faire avancer nos objectifs ou nos intérêts. Autre chose, Monsieur le Président? Non, juste pour répondre à votre question. Reagan, la gamme d'options militaires que ces forces offrent est vaste et ne se limite pas seulement à ce que vous avez mentionné. Je ne voudrais pas restreindre la marge de décision du président, mais il existe une multitude de possibilités. Au minimum, l'Iran doit comprendre qu'elles sont là et qu'elles représentent un point de pression. Alors, ils doivent évaluer soigneusement au niveau diplomatique en tant que président, mais ils doivent prendre en compte ce qui se trouve devant eux. Jerry. Monsieur le secrétaire, les services de renseignement américains sont évalués depuis de nombreuses années que l'Iran protège des dirigeants d'Al-Qaïda, y compris l'actuel émir Saïf al-Adel. On pense qu'il se trouve toujours en Iran car il s'est enfui en Afghanistan. Figure-t-il sur une liste de cibles? Monsieur le Président, ceci repose sur les données du Centicom et d'autres sources ouvertes. Selon un journal iranien, les bombardements de missiles et les lancements de drones ont considérablement diminué depuis le début de la guerre, mais ils n'ont pas cessé complètement. Et tout indique qu'ils ont maintenu un niveau considérablement bas. Mais des chiffres stables ont peut-être encore un peu baissé ces derniers jours. Comment peut-on se rapprocher de zéro? Et quel est l'impact de la capacité dégradée mais encore bien réelle de l'Iran sur les opérations actuelles et futures? Alors, je ne commenterai pas une cible spécifique, je dirai simplement qu'Al-Qaïda reste notre ennemi et qu'il y a beaucoup de personnes sur notre liste de cibles en Iran. S'ils abritent Al-Qaïda, ils seraient certainement sur cette liste. Vous savez, les cibles mobiles que nous avons attaquées, comme le secrétaire l'a mentionné, les 200 frappes qui ont été menées la nuit dernière. Cela aide à la réduction continue. Le deuxième impact à long terme, ce sont les frappes de grande ampleur contre leurs bases industrielles de défense, empêchant leur réapprovisionnement futur. Ainsi, nous voyons une tendance à la baisse. Ils tirent encore. Nous exerçons une forte pression des deux côtés du système. Madame la secrétaire, merci pour la question. Croyez-vous toujours? Vous aviez dit précédemment que la direction iranienne se rendrait. Le croyez-vous toujours? Les États-Unis restent-ils engagés envers la défense collective de l'OTAN? Et pour le président Kane, pourriez-vous nous donner une idée de votre réflexion sur la légalité d'attaquer des usines de dessalement si le président en donnait l'ordre? Je dirais qu'une mission terminée. À nos conditions, on peut appeler cela une reddition ou une défaite, appelez cela comme vous voulez, nous restons engagés dans un conflit qui se termine selon nos conditions et celles du président. Il n'y a aucun doute là-dessus. Concernant l'OTAN, cette décision revient au président, mais je dirais que beaucoup de choses ont été révélées. Le monde a vu ce que nos alliés seraient prêts à faire pour les États-Unis d'Amérique.
Lorsque nous entreprenons un effort d'une telle ampleur au nom du monde libre, cela n'atteint pas seulement les États-Unis, cela touche aussi les alliés et d'autres. Mais lorsque nous demandons de l'assistance ou l'accès à des bases et des droits de survol, nous faisons face à des questions et à des obstacles. Le président souligne qu'il n'y a pas de véritable alliance si les pays ne sont pas prêts à se tenir à vos côtés lorsque vous avez besoin d'eux. Il souligne cela et, à la fin, il décidera comment les choses seront une fois tout cela terminé. Écoutez, je ne vais pas parler d'une cible spécifique. Cela complète la question de Gillian, à laquelle je pense ne pas avoir complètement répondu. Mais, comme vous le savez, les forces conjointes sont professionnelles et utilisent divers processus et systèmes pour évaluer soigneusement tous les facteurs, des risques civils aux questions juridiques de chaque cible. Au fur et à mesure que les cibles se présentent à nous, nous les soumettons au même processus habituel et nous frappons des cibles légitimes conformément à nos procédures standards. Monsieur le Président, pensez-vous qu'il n'y aura ni trêve ni clémence pour les ennemis, que Yang y aille? Moi? Ça va? Merci, Monsieur le Secrétaire. No domingo, o presidente Trump dit: le premier régime iranien a été détruit et le second est presque éteint. Ce troisième régime actuel est plus raisonnable dans les négociations. Êtes-vous d'accord avec cela? Pourquoi? Je laisserai cette réponse à l'équipe de négociation. Ils sont en contact et maintiennent un dialogue sur les termes. C'est une avancée productive. Nous sommes là aux côtés de notre équipe de négociation. Toujours prêt et disposé à les mettre dans une position encore meilleure. Merci beaucoup, je vous remercie vraiment.